Bonsoir Dimitri Kochko. Bonsoir. Aujourd'hui, d'un commun accord, nous avons décidé de parler d'un événement tragique qui s'est produit il y a 13 ans, pratiquement jour pour jour, en Ossétie du Nord. Et il s'agissait d'une attaque terroriste de grande ampleur, aux conséquences effroyables. Je vous laisse en parler parce que c'est un moment et c'est un événement qui doit être rappelé parce que manifestement il a été instrumentalisé pour des objectifs cyniques, machiavéliques, internationaux. Disons géopolitiques. Exactement. Oui, on en est à 13 ans. Ces 13 ans vont être commémorés le 2 septembre prochain au centre culturel et culturel russe qui se trouve sur le quai Branly à Paris. Il y aura d'abord une cérémonie civile avec des intervenants, des spécialistes notamment de l'antiterrorisme ici en France, parce qu'évidemment, quelques jours après Barcelone, après Berlin, après Paris, après Londres, après Nice, c'est le même terrorisme qui a frappé à Beslan, mais il y a déjà 13 ans. Il faut bien dire que Beslan a toujours manifesté sa solidarité avec les victimes de ceux qui ont été tués au Bataclan, à Nice, à Berlin, à Londres et à Barcelone aujourd'hui. Oui, Beslan est sans doute l'acte terroriste le plus monstrueux qui a ouvert le 21e siècle, avec celui qui a visé les Twin Towers de New York. Et pourtant, il est méconnu chez nous. Et pire, je dirais, il est parfois l'objet de polémiques et d'un terrible malentendu qui est souvent au mieux indécent et au pire odieux. On écrit encore aujourd'hui dans la presse française que je cite, Beslan a fait 335 morts dont 186 enfants à la suite de l'assaut des troupes russes. Alors passons sur le fait qu'on ne voit pas très bien quelles troupes il pourrait y avoir, en dehors des troupes russes, mais donc ça c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est que les morts ne sont pas le fait d'un assaut supposé, c'est le fait même de prendre plus d'un millier de personnes, dont une majorité d'enfants, qui a provoqué le drame. Les terroristes n'ont pas attendu le dénouement ou un éventuel assaut pour tuer des gens. Selon les témoignages que j'ai recueillis sur place, il n'y a pas eu d'assaut organisé comme ceux qui ont eu lieu à Entebbe ou à Marseille contre l'avion, vous savez, qui avait été détourné à partir d'Algérie, ou à la Dubrovka à Moscou, le théâtre de la Dubrovka. Il y a eu des affrontements, des tirs, puis des combats qui ont duré jusque tard dans la nuit. Et c'est jamais le cas quand il y a une intervention de troupes d'élite. Et surtout, il y a eu un incroyable capharnaüm, avec des autorités dépassées. Il y a eu une explosion, puis deux autres, puis des enfants qui ont tenté de fuir vers les robinets d'eau, et des hommes en armes civiles et militaires qui se sont précipités pour les aider et affronter les terroristes qui tiraient dans le dos des enfants. Donc, sur Beslan, le massacre de ces enfants du 1er au 3 septembre 2004, au cours d'une prise d'otage de toute une école, le jour de la rentrée des classes dans la République d'Ossétie du Nord, qui est l'un des sujets caucasiens de la Fédération de Russie, malheureusement, en fait, avait un enjeu international, comme vous l'avez dit, qui explique les polémiques et la désinformation autour du déroulement de l'affaire elle-même. On peut dire que Beslan a marqué une nouvelle étape dans la pratique terroriste qui marque dès son début le 21e siècle. Pourtant, la portée et la monstruosité des actes perpétrés échappent parfois à la plupart des lecteurs et téléspectateurs ouest-européens qui ont souvent eu de l'événement une description marquée au sceau de la guerre froide
et d'objectifs géopolitiques rarement avoués, et il faut bien le dire, peu avouables. Oui. Parce que le massacre de Beslan, c'est 335 morts, dont 186 enfants en bas âge, comme je l'ai dit, et des centaines d'invalides et traumatisés à vie, avant même d'avoir pu profiter d'une enfance insouciante. Je l'ai constaté moi-même en ayant fait un voyage en 2008 à Beslan avec le président d'une association qui s'appelle Solidarité Enfants de Beslan, dont je vous invite à regarder le site où il y a beaucoup de données sur Beslan et qui sont les organisateurs justement de cette commémoration du 2 septembre donc 2017. L'hostilité des comptes rendus est rendue évidente par l'usage des références différentes à celles qui auraient été appliquées pour un acte semblable chez nous. Et malheureusement, on l'a beaucoup vu ces 3 dernières années. Oui. Et une complaisance parfois non dissimulée pour les preneurs d'otages. La réalité des faits a aussi souffert de dissimulation et de maladresse des autorités russes locales et même fédérales. Et ça, évidemment, ça n'a fait qu'alimenter une méfiance compréhensible des journalistes, aussi bien russes qu'étrangers d'ailleurs, et parfois même des victimes survivantes ou de certaines victimes survivantes auxquelles s'est ajouté, alors ça c'est les aspects plus, disons, humains ou sordides de la suite des événements, ceux qui étaient mécontents par les compensations qui ont été payées ou fournies, notamment au niveau des appartements, par les autorités russes, avec évidemment tous les phénomènes de préférence ou de jalousie, enfin, etc. Ce qui explique un mouvement comme les fameuses mères de Beslan, qui ont été pas mal instrumentalisées pour attaquer la Russie au niveau de la Cour européenne, pour essayer de condamner la Russie et d'avaliser les thèses et la désinformation sur l'événement Beslan lui-même. Alors, corrigeons un peu les faits, apportons quelques rectifications. À l'occasion d'un voyage à Beslan, donc en avril 2008, pour accompagner ce responsable d'ONG qui s'appelle Henri-Paul Falavigna et qui a, faut bien le dire, était très touché par les enfants morts à Beslan, notamment pour des raisons personnelles, il a organisé très peu après l'événement des parrainages de solidarité entre des familles françaises et des familles de victimes de la prise d'otage de 2004. Eh bien, nous avons eu l'occasion avec lui de revenir sur Beslan. Moi, j'y suis allé en tant que journaliste et j'ai enquêté sur la chose. On a interrogé presque 4 ans après, donc les jeunes victimes survivantes, que j'avais d'autant plus de facilité à voir que c'était souvent des enfants qui étaient parrainés par des familles françaises, justement. On a aussi interrogé des officiels à tous les niveaux, ou à beaucoup de niveaux en tout cas, là-bas, à Vladikavkaz et à Beslan. Vladikavkaz, c'est la capitale de l'Ossétie du Nord, et c'est une ville stratégique, évidemment, au centre du Caucase. Nous avons interrogé presque 4 ans après, donc ces jeunes victimes, les officiels, des témoins, et évidemment, moi j'ai interrogé des consoeurs et des confrères journalistes locaux de cette petite ville caucasienne de quelques 40 000 habitants, Beslan. Nous avons aussi repris des documents de l'époque, de toute tendance. Et nous sommes replongés dans le témoignage recueilli après le drame, notamment le témoignage du docteur Léonide Rochal. Alors ce témoignage du docteur Léonide Rochal, on peut le trouver sur Internet. Il y a eu un enregistrement audio lorsqu'il a rencontré quelques mois après Beslan, après l'acte terroriste, ici à Paris, des journalistes français. Qui évidemment n'ont écouté tout ça que d'une oreille parce que de toutes les façons, c'est pas ce qu'on leur demandait d'écrire. Léonide Rochal, c'est Pédiatres sans frontières russe qui avait été appelé sur place dès le premier jour. Il est un de ceux qui ont mené des négociations avec les terroristes. Il y a eu très peu de négociations. Et en fait, l'une des grandes difficultés, c'est que les terroristes ne disaient pas exactement ce qu'ils voulaient. Visiblement, c'était l'événement par lui-même, le massacre par lui-même qui les intéressait. Ça, j'ai plusieurs témoignages là-dessus. Donc, contrairement à ce qui est écrit quelquefois dans nos gazettes,
Ce n'est pas la revendication très juste des indépendantistes tchétchènes, etc., etc. C'est pas vrai. En plus, les preneurs d'otages, en majorité, n'étaient pas tchétchènes. Donc le 1er septembre 2004, les enfants endimanchés qui ont eu la chance d'être scolarisés à l'école numéro 1 de Beslan, qui est considérée comme la meilleure, vous savez, toujours dans tous les quartiers, dans toutes les villes, il y a la meilleure école, donc par laquelle on entre avec des pistons, etc., se rangent dans la cour avant de retrouver ou de trouver leur maître, et souvent évidemment les maîtresses d'école respectives, pour la cérémonie de la rentrée. Parce qu'en Russie, on fait une cérémonie pour la rentrée. Les reportages russes, alors évidemment, ils abondent sur l'adolescente qui a accepté ce jour-là d'accompagner la petite voisine pour sa première rentrée, pour dépanner les parents qui étaient obligés d'aller à leur travail, la grande sœur qui a voulu montrer à son petit frère pour qu'il ne pleure pas, ou encore sur l'instit qui a pris sa retraite à la fin de l'année scolaire précédente et puis qui a tenu à donner un coup de main à ses anciennes collègues pour faire face au tourbillon de la rentrée, comme on dit. Eh bien, tous ne sont jamais revenus et ont payé cher leur disponibilité et l'aide à leurs amis ou voisins. On a entendu les témoignages de parents effondrés, d'épouses ou d'époux, lorsqu'on les confronte avec ce qui vous est dit sur place. C'est particulièrement douloureux. On peut le voir dans le mémorial de Beslan, aux tombes de Margot Rose, et c'est un cimetière qui se trouve sur le chemin entre l'aéroport et Vladikavkaz, justement, tout près de Beslan. Et moi, quand j'y étais, en tout cas, les parents déposaient encore des jouets pour Noël. Alors vous avez des tombes avec des ours en peluche, des petits camions en plastique, enfin c'est vraiment poignant. Et c'est vrai qu'on ne se remet jamais de la perte d'un enfant, encore moins peut-être d'un enfant assassiné de sang-froid d'une balle dans le dos lorsqu'il tentait de fuir vers un robinet d'eau courante après s'être désaltéré pendant 2 jours de sa propre urine recueillie sur son maillot de corps. Parce que les terroristes empêchaient, après quelque temps, ils empêchaient les enfants d'aller boire ou d'aller faire pipi. Les bandits, comme les appelaient les enfants, barbus et armés jusqu'aux dents, ont tiré dès le début. Dès le début. Ce n'est pas un assaut des troupes russes, des méchants Ruskov qui ont tué les gens. C'est les terroristes qui, dès le début, ont tué des gens. Ils sont arrivés par l'autre côté de l'école, du côté de la voie ferrée. C'est-à-dire pas du côté du centre-ville, si vous voulez. Au début, dit un des enfants, on a cru à une mascarade pour fêter la rentrée. Et c'est le petit Grégory qui m'a raconté ça, qui a eu un rein arraché dans l'aventure. Bon, mais il a eu plus de chance que sa sœur ou que sa maman, dont les photos sont aujourd'hui sur les murs de l'école, transformées en sanctuaire. Et les photos qu'il y a sur les murs de l'école, c'est des photos des morts. Mais très vite, on comprend, dit l'enfant. Les terroristes tirent d'abord en l'air, puis tuent un père, pour bien se faire comprendre. Et il faut entrer tout le monde dans le gymnase. Plus d'1 millier de personnes. 1128, exactement. Tiennent là-dedans, assises, les serrées les unes contre les autres. Il y a une grand-mère qui nous a raconté, si on se levait pour chercher des yeux les membres de notre famille perdus dans la bousculade, on risquait de ne pas pouvoir se rasseoir. Là-dessus, un homme tente de calmer la foule. Il parle d'abord en russe, puis en ossète. « Calmez-vous, il vous arrivera rien, dit l'homme. » Et le calme se fait petit à petit. Ça, c'est les témoignages, évidemment, qui racontent ça. « Tu as fini ?» lui demande un des bandits, celui qui commande, et que les autres appellent colonel. C'est un grand costaud à la barbe noire foisonnante et au petit chapeau rond sur la crâne. « Oui, répond l'homme simplement. Et il s'effondre, tué à bout portant dans la tête par le colonel, devant ces 1100 personnes, dont une majorité de gosses. Devant tout le monde, comme ça, devant des mômes de 2 à 3 ans, venus accompagner leur grand frère ou sœur de 6 ou 7 ans qui est entré en classe pour la première fois. À l'extérieur, la nouvelle fait le tour de la ville. Presque tout le monde se connaît, au moins de vue.
Venez vite, ils ont attaqué l'école numéro 1. Venez armés pour libérer vos enfants. N'oubliez pas qu'on est dans le Caucase. Dans le Caucase, il y a quand même une tradition d'armes, d'héroïsme, de glorification de l'acte viril, etc. Bref, les voisins se crient les uns aux autres, on se téléphone. Moi, j'ai écouté des enfants qui n'étaient pas dans l'école numéro 1, mais qui avaient des frères ou des sœurs ou des copains. L'une d'elles me raconte, je suis mise à pleurer. Après, il y a eu un hélicoptère, dit un autre. D'ailleurs, Beslan est tout près de l'aéroport de Vladikavkaz, ce que je vous ai dit à propos du cimetière. Oui. Et le survol d'un hélicoptère dès les premières heures n'a évidemment rien d'étonnant. Mais il n'empêche, quelques articles occidentaux s'étonnent de la présence d'un hélicoptère au moment du dénouement tragique de l'affaire, y voyant une preuve de complot de qui? Des Russes. Pourquoi? On se demande. Enfin, l'odieux est là, malheureusement, dans les comptes rendus qu'on a eus sur Beslan, alors que c'est la solidarité. Et de nos jours, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent, puisque maintenant, on est frappé à notre tour par le même terrorisme. Autour de l'école qui occupe un périmètre important, et est par ailleurs intégré dans le tissu urbain des deux côtés au moins, un cordon de police est mis en place tant bien que mal, d'après les témoignages. Les autorités locales sont totalement dépassées. Alors ça, tout le monde l'a dit. Selon les journalistes interrogés, alors là, eux, ils confirment que les données allaient dans tous les sens. Des femmes policiers cherchent à établir qui manque, combien il y a d'otages. Des appels à venir signaler les manquants sont lancés. Des policiers visitent les familles recensées dans les listes de visites médicales, supposées obligatoires au moment de l'inscription. Et malheureusement, les autres listes sont dans l'école, où les gens sont pris en otage. Donc on essaye d'établir un contact avec les assaillants, d'autant que les coups de feu ont été entendus. Et on craint le pire à l'extérieur. Les coups de feu, c'est le fameux monsieur qui a été tué dès le début, puis le père qui a essayé de calmer la foule. Et cette question du nombre, en fait, c'est pas un détail. C'est un des éléments de la polémique, et parfois indécente, qui entoure. Les autorités locales ont assez vite annoncé que le nombre de personnes retenues était de 354. Et c'était pour le moment que le début du décompte. Mais malheureusement, les officiels se sont tenus à ce chiffre, sans vouloir le changer. Alors après, d'après les journalistes locaux, il était évident au soir du premier jour que ce nombre était sous-estimé. Même un représentant du ministère de l'Intérieur local est arrivé à un chiffre de près de 900 otages. Mais voilà, racontent les journalistes en question, c'est qu'on ne savait pas ce qui valait mieux. Est-ce qu'il fallait dire un nombre effrayant plus proche de la réalité et risquer ainsi d'encourager les terroristes, ou accepter la minimisation officielle? Le même dilemme occupait les fonctionnaires locaux qui avaient en plus la crainte de provoquer la colère des supérieurs à Moscou. Ça, c'est la mentalité de fonctionnaires que vous aurez un peu partout. Et encore une fois, de gens quand même qui sont dépassés, qui sont dans un endroit assez éloigné du centre de la fédération, qui évidemment savent absolument pas comment réagir à une chose pareille. En fait, disent aujourd'hui les journalistes et fonctionnaires locaux, c'était une erreur sur toute la ligne, ils le reconnaissent. Les terroristes, en entendant le nombre de 354, ont annoncé aux otages que puisque c'était comme ça, ils ne laisseraient sortir que 354 personnes et qu'ils tueraient tous les autres. Et ils en ont profité pour dire aux otages que vous voyez que vos autorités se moquent de vous et de votre vie. Et il faut bien dire que là, syndrome de Stockholm, vous savez, le fait que l'otage devient solidaire du preneur d'otages. Syndrome de Stockholm et panique du moment aidant, des otages y ont cru. D'autant plus que la population de l'ex-URSS est volontiers méfiante à l'égard du pouvoir quel qu'il soit.
Et donc on a retrouvé de tels témoignages dans la presse russe après le dénouement du drame. Et évidemment, ça a servi notamment pour ceux qui ont voulu essayer d'accuser la Russie et de confondre les victimes et les assassins. Autre querelle de chiffres. Le nombre de preneurs d'otages. Officiellement encore, aujourd'hui, il est de 32. Mais beaucoup de 7. Y compris le président actuel de l'Ossétie. Enfin, il n'est plus président d'ailleurs. Il a été président juste après Beslan. Et l'année dernière, il a été changé par un autre. Et un autre président a été élu. Enfin, à l'époque, il s'appelait Taymuraz Mansourov. Et c'est très important parce que cet homme a joué un rôle colossal. Il a eu 2 enfants. Il a eu 2 enfants dans l'école de Beslan qui ont été blessés. Et grâce à ça, et grâce à son autorité et son prestige personnel, il a pu empêcher d'assez grosses bêtises de se commettre à la suite de cette attaque terroriste. Mais enfin, bon, bref, monsieur même Taymuraz Mansourov, il doute du nombre de 32. Alors, il y a des ex-otages qui disent avoir compté les bandits, et ils disent qu'il y en avait effectivement au moins 32, mais qu'il était difficile de les compter, et notamment, il y a la grand-mère, celle qui disait qu'elle avait du mal à se rasseoir quand elle se levait pour essayer de chercher des membres de sa famille dans le préau, qui disait qu'elles avaient compté, elles. Mais qu'il y en avait beaucoup qui étaient masqués, ils se relayaient à leur poste respectif, et y compris toutes les heures pour maintenir enfoncée une pédale qui était reliée à un chatterton au bout duquel étaient suspendues des charges explosives en forme de ballon de rugby, qui s'étaient suspendues sur un panneau de basket notamment au bout du préau. Il y a eu, ça on le voit dans le film que j'ai fait, qui s'appelle Retour sur Beslan, donc, qu'on peut trouver sur Internet. Une fille, en revenant des toilettes, raconte un des gamins, avait, lorsque c'était encore autorisé, au début de la prise d'otage, a heurté le chatterton avec sa tresse, et tout s'est mis à balancer. Et alors le bandit qui appuyait sur la pédale a lancé aux enfants, si vous voulez vivre, vous avez intérêt à faire bien attention avec ces fils. Ça, c'est un petit qui s'appelait Ruslan, je me rappelle, qui racontait ça. Parmi les preneurs d'otages, et ça c'est un fait qu'on connaît moins, il y avait aussi 2 femmes, dont on parle peu. D'ailleurs, la presse occidentale n'en parle quasiment pas. Et selon tous les témoignages recueillis, pourtant, elles étaient là. Des documentaires de la télévision russe en ont fait état. Dans la presse occidentale, on en fait évidemment rarement état. Selon les témoignages recueillis auprès des rescapés, elles étaient habillées en noir, un peu à l'iranienne, en tchador. Et elles étaient bardées de grenades et de fils reliés des explosifs. D'accord. On a dit aux otages que c'était des shahids. Ah oui, les Russes me disent des shahids, des shahidines, des shahids, c'est le martyr. Donc c'est le mot employé par les islamistes pour sacraliser les gens qui assassinent les autres. Elles ont disparu dès le premier soir. Et apparemment, ils ont été explosés, au sens propre du terme. Selon certains otages, elles se seraient opposées au colonel en disant qu'il n'était pas prévu de torturer des enfants et de les retenir aussi longtemps. Et le colonel et certains de ses hommes les auraient alors entraînés dans une pièce vers l'aile perpendiculaire au gymnase. On peut le voir sur place. Peut-être avec le mari de l'une des martyrs, un pseudo-martyr, selon certains, bien que ces femmes-là, en l'occurrence, elles ont été réellement des martyrs. Et là, ils ont actionné les détonateurs des braves dames. Et les restes de ces 2 dames sont restés collés au mur, selon les témoins. Il paraît que la salle était totalement ensanglantée. Ouais. La salle en question, elle est maintenant fermée à clé. Moi, j'ai pas pu la voir. On m'a montré la porte, mais j'ai pas pu le voir à l'intérieur. Donc, ces informations n'ont pas été confirmées officiellement, ceci dit. Mais les gens ont entendu les explosions. Elle a été entendue par tout le monde à l'extérieur, et ça a semé la panique, évidemment. Car dès la 2e heure, les terroristes avaient transmis un petit mot écrit à la main dans lequel ils menaçaient de tuer des otages si l'un des terroristes était blessé ou évidemment, en plus forte raison, tué. Alors, encore une fois, pendant longtemps, il n'y a eu aucune revendication, à part ce petit mot-là. Selon notamment le député Dimitri Rogozine, qui s'est trouvé sur place
et s'est rendu à Beslan dès qu'il a appris la prise d'otage. C'est un politique, hein, ce Dimitri Rogozin. Maintenant, il est d'ailleurs un des vice-premiers ministres. C'était celui qui était chargé des contacts avec l'OTAN. C'est un dur, considéré comme un nationaliste russe. D'accord. Donc il a été très vite sensibilisé à cette prise d'otage. Le reste des contacts entre les autorités et les terroristes se sont faits souvent par téléphone. Les terroristes ont du reste menacé de tuer des otages si leur téléphone venait à être coupé. Ils avaient par ailleurs installé une télévision et une radio dans un couloir au premier étage pour suivre les événements et ce qui était dit sur eux. Et les journalistes locaux avouent qu'ils ont été paniqués par cette situation dès qu'elle leur a été connue, car ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils pouvaient dire ou ne pas dire pour ne pas faire le jeu des terroristes. Ouais, tout en remplissant leur mission d'information quand même, qu'ils tenaient sincèrement à remplir. Hein. Quand j'ai discuté avec eux, visiblement c'était le cas, malgré les obstacles, aussi bien des autorités que de la situation elle-même évidemment, et les autorités étaient toutes complètement perdues, au moins au début en tout cas. D'accord. L'exigence suivante des preneurs d'otages a été plus tragique. Et ils ont exigé notamment retirer les francs-tireurs. Ça, c'est le colonel lui-même qui a exigé ça, en faisant monter à l'étage une vingtaine de pères pris en otage et en les plaçant devant les fenêtres en bouclier humain. C'était en angle droit par rapport au préau. Vous voyez, au premier étage. Et là, après une hésitation qui a permis à certains des hommes d'échapper à la mort, en étant autorisés à redescendre, les bandits ont assassiné de sang-froid plus d'une douzaine d'otages devant les fenêtres. D'accord. Et ils ont précipité les cadavres en bas. Il faisait une chaleur à crever. Vous vous rendez compte? Devant tous ces enfants, on a précipité les corps de leur père assassinés par la fenêtre. Ils sont tombés par terre devant le préau où il y avait les mômes. Ouais. Dire que les morts ont été provoqués par un pseudo-assaut des troupes, c'est scandaleux quand on connaît cette réalité-là. Elle est d'autant plus évidente que l'incident qui a mis le feu aux poudres, qui a provoqué les explosions, disons, s'est produit au moment où, grâce à la négociation du docteur Rochal notamment, les gens des secours ont été autorisés à retirer les cadavres et étaient venus avec des civières retirer les cadavres devant justement le préau. Donc ces morts-là, les journalistes occidentaux qui disent que les morts sont faits à cause du pseudo-assaut, ils savent bien qu'ils ont été tués avant, ces gens-là. Oui, c'est les troupes russes qui sont directement accusés d'avoir commis ça. C'est ça, hein? Alors que c'est les terroristes qui ont tué les gens, encore une fois, un jour et demi avant que ne se déclenchent les combats. Les explosions, puis les tirs des terroristes contre les enfants qui essaient de s'enfuir, et l'intervention de gens qui sont venus aider les enfants et qui se sont mis à se battre contre les terroristes. Le lendemain, donc, les cadavres sont jetés par les fenêtres au sol devant l'école, enfin ils ont été jetés dès le début. Et ils y resteront à la vue de tous, en plein soleil. En tout, il y avait 21 cadavres, d'après ce que m'ont dit les gens, dont un terroriste, et c'est possible que ce soit ou bien un de ceux qui ont été tués au moment de l'assaut contre l'école, soit plus probablement le mari de l'une des deux femmes shahides. À propos de tireurs d'élite que certains journalistes occidentaux invoquent pour parler d'un ordre de tirer sur des terroristes. Alors, ces journalistes-là parlent de gentils rebelles, hein, pour ne pas dire terroristes. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Donc les témoignages de policiers recueillis sur place expliquent qu'il était impossible d'atteindre les terroristes et donc qu'ils n'ont pas pu mettre en fait de francs-tireurs, de snipers comme on dit maintenant, pour atteindre les terroristes, notamment ceux qui appuyaient sur les pédales. Là. Oui. Parce qu'il n'y avait pas d'angle de tir permettant un tir efficace. Je ne suis pas spécialiste, donc je rapporte simplement ce qui m'a été dit en témoignage par des
flics locaux qui, à l'époque, s'occupaient de la chose. Donc, en dehors de la monstruosité que représentent ces cadavres livrés à la décomposition et au regard de milliers d'enfants otages dans le gymnase, devant lequel ils ont été jetés, évidemment, ces corps vont jouer un rôle important dans le dénouement tragique, comme je dis tout à l'heure. Alors, ils vont faire l'objet d'âpres négociations entre le docteur Léonide Rochal, arrivé dès le premier soir, et les preneurs d'otages. Et Rochal demandait l'autorisation de retirer les cadavres. Parce qu'avec la chaleur, notamment, les cadavres commençaient à se décomposer assez vite. Les terroristes ont fini par accepter, et quatre hommes du ministère des situations d'urgence, ça s'appelle MTS en russe, ont été envoyés pour les envoyer. L'un des corps, celui d'un terroriste, a été emmené à l'intérieur à la demande des occupants. D'accord. Et c'est peu après que l'explosion fatale a résonné. Il était 13 heures. 13 heures le 3 septembre. Alors, en fait, on ne sait pas exactement comment elle a été provoquée. Les enfants interrogés disent que c'est l'une des bombes suspendues qui est tombée et qui a explosé. Moi, c'est les témoignages d'enfance que j'ai entendus. D'autres habitants et des journalistes émettent l'hypothèse, c'est une hypothèse, d'un missile à forte détonation qui aurait été tiré par quelqu'un à l'extérieur et serait tombé sur le toit. C'est peut-être un père d'élèves armé, comme il y en avait beaucoup autour de l'école. Peut-être une autre initiative. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu d'assaut programmé et organisé de type Entebbe ou même Dubrovka à Moscou. Donc de troupes russes. Le théâtre, vous savez, qui avait eu lieu juste avant d'ailleurs, enfin un an Oui. avant. Sinon, encore une fois, tout aurait été réglé bien plus vite. Quand il y a des opérations organisées comme ça par les commandos spécialisés, l'assaut il dure 5 à 10 minutes. Il peut être très mortel, mais ça dure 5 à 6 minutes et en général, c'est pas l'assaut qui fait les morts. À la Dubrovka, par exemple, les morts ont été essentiellement provoqués par l'incompétence des policiers qui ont évacué les gens qui avaient été asphyxiés par le gaz soporifique qui avait été lancé par les troupes d'assaut, et notamment, ils ne savaient pas comment les mettre, ils les ont mis dans des autocars sur des sièges, avec la gorge en arrière, où ils les ont couchés sur le dos, ce qui a été dramatique parce que beaucoup de gens ont vomi et ont été étouffés par leur vomi. Désolé pour ces détails, mais c'est ça qui a tué le plus de gens. Il y a eu à peu près une quarantaine de personnes dans le théâtre, peut-être une soixantaine, qui ont été tuées par le fait que leur état de santé ne leur permettait pas de subir une anesthésie due au gaz. Anesthésie violente donc, puisqu'il fallait qu'elle soit très rapide. Mais donc, ce genre d'opération peut faire des morts, mais en général, ça dure pas longtemps et ça ne fait pas autant de morts. Donc après l'explosion, la fameuse explosion qui est due, en tout cas, pour ce qui est de l'intérieur, aux explosifs qui tombent, ça a fait exploser des fenêtres et un pan de mur. Et des enfants se mettent à fuir du préau fatidique en direction d'un robinet d'eau qui en fait fuyait. Et je l'ai vu, il fuyait encore 2 ans ou 3 ans après, vous vous rendez compte. Et évidemment, il fait chaud, les terroristes les ont empêchés de boire depuis des heures, et là les terroristes tirent dans le dos des enfants qui courent. Il y a des photos de ça, il y a même Paris Match qui en a publié. Des policiers et des militaires accourent à cause de l'explosion, et ils se précipitent pour aider les enfants qui fuient. La plupart de ces militaires n'ont même pas de gilet pare-balles. Donc c'est pas un assaut, comme le prétendent quelquefois, malheureusement, nos médias. En reprenant en plus sans réfléchir ni vérifier les backgrounds des années précédentes, qui ont été faits soit dans l'à peu près, soit peut-être délibérément pour certains, je ne sais pas. Et les combats n'ont eu lieu qu'après. Ce qui est bien la preuve qu'il ne s'agit pas d'un assaut organisé. Les échanges de tirs, y compris de véhicules blindés,
Parce qu'il y a une journaliste du Monde, notamment, qui raconte « Ah, les véhicules blindés, c'est bien la preuve que Poutine a envoyé des chars. » Non, les véhicules blindés sont intervenus vers 16h30. L'explosion a eu lieu à 13h. Les tirs contre les enfants ont eu lieu à 13h. Et les terroristes ont pu se terrer dans plusieurs endroits, d'où le fait d'ailleurs qu'on peut penser qu'ils étaient plus que 32. Hein, et qu'il y en a certains donc qui se sont évadés. D'accord. Eh bien, ils sont livrés à un véritable combat contre les forces armées qui n'étaient pas vraiment préparées. Et c'est là qu'il y a eu effectivement des tirs, et y compris 3 ou 4 tirs de canon, soit d'un véhicule blindé, soit d'un... Je pense pas que ce soit un char, parce que sinon il n'y aurait plus rien. Donc je pense que c'était un canon léger. Et ça, c'est jusque tard dans l'après-midi que ça a duré. Et c'est en se référant à ces images de combat que la presse occidentale accuse les victimes, et bien sûr, le très méchant président Vladimir Poutine, d'être responsable des morts de cet acte terroriste monstrueux. Et pourtant, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, les organisations internationales ignorent ces victimes, ne les commémorent pas et ne les incluent pas dans les budgets destinés à venir en aide aux victimes des autres actes terroristes des dernières décennies. Et pire encore, la Cour de justice, récemment, a condamné la Russie, avec notamment comme sujet, comme prétexte, le fait que l'attentat n'a pas été prévu et que les autorités ne se sont pas assez préparées à cet attentat. C'est comme si on a condamné la France pour n'avoir pas prévu les attentats à Charlie Hebdo et n'avoir pas prévu les attentats de Nice. Oui, c'est difficile à prévoir ce genre d'attentat. Oui. Surtout que c'était au début, encore une fois. Bah oui, c'était en 2004. Hein. C'était en 2004, et encore une fois, c'était pas dans le schéma de la guerre de Tchétchénie qui avait eu lieu quelque temps plus tôt. C'était toujours pas, évidemment, pas apaisé. Hein. Il y avait encore des combats, il y avait encore des escarmouches, il y avait encore des terroristes, il y avait des actes terroristes en Tchétchénie, au Daghestan. Regardez une carte du Caucase, il y a plein de petits États, et dans chacun de ces États, il y a beaucoup de nationalités. Au Daghestan, il y en a une centaine, par exemple. Vous vous rendez compte ? Quelquefois, c'est 2-3 personnes. Hein. Vous avez eu, sans doute, pour ceux qui le connaissent, Georges Dumézil, qui était donc un linguiste et un philosophe génial, qui a travaillé notamment sur une langue caucasienne dont il n'y avait plus qu'un seul locuteur. Ah oui, d'accord. Vous voyez, il y a des petites nationalités parce que c'est évident que c'est le toit du monde, ce Caucase, avec l'Everest, mais c'est aussi un toit du monde, c'est des très hautes montagnes. C'est là qu'il y a le fameux mont Ararat, sur lequel est venu s'échouer Noé, après le déluge. Il y a là des tas de nationalités historiques, des tas d'ethnies qui sont venues se réfugier, poussées par les autres, par les envahisseurs du moment. Et c'est le cas notamment de ces fameux Ossètes, qui sont en fait les Alains. Les Alains, c'est un vieux peuple qui est descendant d'un peuple encore plus ancien qu'on appelait les Sarmates. C'est une des ailes d'un. Mais nous, en France, on les connaît, les Alains. Parce qu'il se trouve que les Alains ont été recrutés par l'armée romaine pour garder notamment le mur d'Adrien, vous savez, en Écosse. Oui, oui, qui séparait l'Écosse du reste, oui. Ces Alains étaient cantonnés en France, à l'ouest de la France. Les villes comme Alençon, Alain avec 2 L, le prénom Alain, viennent des Alains. D'accord. Et ces Alains disent, par exemple, qu'ils ont amené dans l'ouest de la France des légendes de chez eux qui ont donné notamment tout le mythe du roi Arthur. D'accord. C'est assez intéressant pour ceux que ça intéresse. Il y a en plus, ces Alains ont ensuite évacué l'ouest de la France et sont sans doute descendus vers le Maghreb par l'Espagne, et il est possible qu'ils se soient mélangés aux Kabyles. D'accord. Pour ceux qui voudraient faire des recherches là-dessus, c'est passionnant.
Moi, j'ai rencontré des Ossètes d'aujourd'hui qui me disent qu'il y a des ressemblances entre la langue des Ossètes, qui est une langue irano-caucasienne, et qui ressemble à certains mots comment ça s'appelle, des Berbères, quoi. Ça, c'est assez... bon, c'est des recherches qui n'ont jamais été encouragées, ni par les Algériens, qui se méfiaient des Berbères au niveau du gouvernement officiel, oui. ni par les Soviétiques, qui évidemment ne voulaient pas trop de nationalisme. Mais le fait est que cette histoire nationale a été jouée terriblement. J'avais dit tout à l'heure que les terroristes n'étaient pas des Tchétchènes. Oui, la majorité était des Ingouches. C'est sans doute aussi pour ça que pour les autorités russes et les services secrets russes, c'était difficile à prévoir comme attentat. Bien sûr, les terroristes ont dû aussi corrompre pas mal de gens quand ils ont apporté des armes dans l'école, parce qu'ils en ont caché sous le sol. Donc c'était un acte terroriste bien préparé. Et personne ne les a vus passer, ou les gens ont fermé les yeux, ou ne s'en rendaient pas compte. Pensaient peut-être qu'il s'agissait que d'un trafic de drogue ou de contrebande. Le fait est que ces terroristes Ingouches n'ont pas été choisis au hasard. C'est parce qu'il y a entre les Alains et les Ingouches une véritable concurrence et une haine très forte, au point qu'aujourd'hui encore, les vols qui vont vers Moscou à partir de Vladikavkaz sont pris aussi bien par des Ingouches que par des Ossètes, et en général les Ingouches prennent le vol de l'après-midi et les Ossètes celui du matin. Vous vous rendez compte? Ah oui. Pourquoi cette haine? Elle a des raisons. C'est que les Alains, comme je vous l'ai dit, font partie de ces peuples qui ont été chassés vers les montagnes. Pendant des siècles, ils ont été obligés de se réfugier dans les montagnes, alors que ce n'est pas un peuple de montagne. Ils ne sont pas des montagnards toujours. La vie en montagne, ils l'ont vécu très très mal. Ils ont été obligés, racontent-ils, notamment de faire une sélection naturelle absolument impitoyable, parce que la montagne ne pouvait pas nourrir une population suffisante. Oui, oui. Les Ingouches étaient dans la montagne aussi. Les Ingouches sont entre les Tchétchènes et les Ossètes, si vous voulez, hein, comme géographiquement. Et les Ingouches ont vu d'un très mauvais œil le fait que les Alains, dès qu'ils ont eu l'occasion, sont redescendus dans la plaine, là où est Vladikavkaz d'ailleurs. Et puis, au moment de la guerre civile, il y avait des Cosaques qui vivaient justement dans la région de Beslan d'ailleurs, et qui ont été chassés par la Révolution, puisque eux se sont mis plutôt du côté des Blancs dans la guerre civile. C'est les Cosaques du Terek, ça s'appelle. Le Terek, c'est le fleuve qui passe à cet endroit-là. Et ces Cosaques, en étant chassés, ont libéré des terres en quelque sorte. Ils ont été massacrés, ils ont émigré, enfin, etc. Et des Alains sont venus s'installer là. Or, les Ingouches considéraient que c'était leur territoire historique. Depuis ce temps-là, c'est des tensions permanentes. Lorsque, pendant la guerre civile, les Ossètes se sont manifestés, notamment les Ossètes du Sud, qui, dès la guerre civile, avaient montré des rivalités avec les Géorgiens. Donc, vous voyez que les guerres qu'il y a eu ensuite, en 2008, entre les Ossètes et les Géorgiens, remontent à beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et donc, ces haines, ces rivalités intercaucasiennes, qui sont très vivantes, la mémoire historique des clans, des tribus, des populations, des ethnies caucasiennes n'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui en Europe. Bon, sauf peut-être en Corse, où on garde des mémoires de familles et de clans, et où quelquefois on se dispute pendant des siècles sans déjà se rappeler exactement pourquoi. Mais c'est ce qui se passe dans le Caucase. C'est un peu ce qui se passait dans les Balkans, c'est ce qui se passe dans le Caucase. Et si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas la dette de sang, l'idée de la dette de sang, la vengeance, on ne comprend rien dans le Caucase. Et notamment la guerre en Tchétchénie, le fait que ce soit aujourd'hui Ramzan Kadyrov, dont le père a été tué par des Wahhabites,
n'a rien à voir avec la tradition locale, qui est plutôt des traditions religieuses soufis. Oui, pacifique. Pas forcément pacifiques, mais en tout cas soufis, avec des sages locaux, des philosophes locaux, des pratiques locales de danse, de saut, etc. Tout ça, les wahhabites ont été implantés là grâce à l'argent du Golfe et grâce à la propagande qui a pu être menée en leur faveur et grâce à la désintégration de l'URSS, évidemment, avec la crise morale, mais aussi avec tous les trafics qui ont pu se faire, notamment à partir de la dislocation des troupes soviétiques en Allemagne. Tout un trafic, ça a été monté entre Berlin et Grozny, donc la capitale de la Tchétchénie. Mais encore une fois, ce sont des ingouches qui ont été utilisés. Il n'y avait que 3 Tchétchènes parmi les terroristes, d'après ce que racontent les survivants. Il y avait un Ukrainien un peu fou, originaire de Beslan, et le reste, c'était les ingouches. Et du reste, parmi les négociations qui ont eu lieu, je parlais du docteur Rochal, mais il y a eu aussi un ancien président ingouche, comme par hasard, et qui était le seul avec lequel les terroristes ont bien voulu parler. Ah bah tiens. Pourquoi les ingouches? J'ai expliqué la haine qu'il y avait entre les deux. Cette haine avait abouti, au début des années 90, à un incident très sérieux, où les Ossètes sont allés jusqu'à la capitale ingouche pour se venger de gens qui avaient été tués par des ingouches, d'Ossètes qui avaient été tués par des ingouches.